Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie Dubois, déléguée générale de l'association Respect Océan et je suis ravie de vous accueillir pour notre webinaire sur le thème des solutions fondées sur la nature. Donc je vais maintenant laisser la parole à Rafaela Le Gouvelot qui va introduire. Merci beaucoup Aurélie. Donc bonjour à vous à toutes et tous. Je suis donc Rafaela Le Gouvello, présidente de l'association Respect Océan et ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce 7e webinaire sur le thème des solutions fondées sur la nature. Je reviendrai sur ce thème. Et ça fait donc 1 an et demi que nous avons initié ce programme de webinaire dont l'audience grandit de jour en jour. Merci à toutes et vous, à tous, et notamment à celles et ceux d'entre vous qui nous soutiennent avec des dons lors de l'inscription. Ils sont importants pour nous permettre de poursuivre ce programme. Revenons à la présentation de Respect Océan pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Respect Océan est un réseau que j'ai initié en 2013 et qui est devenu une association depuis septembre 2018. Notre volonté est de promouvoir les acteurs économiques engagés dans une économie durable en faveur de la protection de l'océan et de ses écosystèmes. Nous voulons affirmer le rôle fondamental et moteur des entreprises en matière de protection de l'océan. Les entreprises portent des innovations, des solutions ou mettent en place des mesures d'atténuation de leurs impacts sur les océans et nous souhaitons en être leur porte-parole. Après 2 ans et quelques mois d'existence officielle, nous avons maintenant dépassé le cap de plus de 60 adhérents en ce début d'année. Et notre développement rapide nous permet aujourd'hui de dialoguer avec des organisations et des instances internationales et nationales, évidemment. Je reviens donc au thème de notre webinaire aujourd'hui, les solutions fondées sur la nature, dont Justine Delangue vous donnera la définition exacte dans quelques instants. Je voudrais juste dire un mot parce que moi-même, à titre professionnel, je travaille sur ce sujet et je suis intimement convaincue que dans le contexte actuel de crise économique, écologique, crise sanitaire, qui nous oblige à avoir en fait une vision la plus complète possible. Nous avons besoin de renouveler nos regards et de trouver des moyens d'avancer. Et peut-être que justement les nature-based solutions fondées sur la nature, peut constituer une voie pour nous permettre d'avancer. Il faut retenir, je pense, le mot solution. Donc là, on est vraiment dans le cadre aussi de Respect Océan, de trouver avec des acteurs qui promouvoient des solutions. Et puis, il faut avoir en tête nature. Et donc là, le côté nature nous fait aller aussi vers ce côté d'une vision positive et comment pouvoir utiliser ou travailler avec la nature et qu'est-ce que ça veut dire aussi ce mot nature. Donc on a toute une réflexion. On est vraiment aussi sur quelque chose d'une vision positive. C'est pour ça qu'il nous a paru pertinent de vous dire en quelques mots aujourd'hui cette introduction et puis de lancer ce webinaire qui vous permettra de réfléchir plus profondément sur ce standard. Dans un second temps, 2 projets vont être présentés aux participants d'application donc de ce concept, le projet SARLAB et puis le projet de réhabilitation d'un cordon dunaire pour prévenir du risque de submersion marine dans la commune du Grau-de-Roi. Il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement l'ensemble de nos intervenants d'aujourd'hui pour leur disponibilité et leur implication dans ce programme. Je laisse maintenant la parole à Justine Delangue et vous souhaite un très bon webinaire. Merci à vous. Merci Raphaëla, merci pour cette opportunité de vous présenter aujourd'hui donc les travaux de l'UICN sur les solutions fondées sur la nature. Alors, je vais vous partager du coup ma présentation. Hop, j'espère que tout le monde voit bien. Alors donc je vais tout d'abord me présenter. Donc Justine Delangue, je suis chargée de mission solutions fondées sur la nature au comité français de l'UICN, donc qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc une association de protection de la nature. Et donc je vais aujourd'hui vous présenter le concept des solutions fondées sur la nature et le standard international qui est sorti l'année dernière et qui permet d'encadrer ce concept.
Alors, je voulais commencer par un peu vous expliquer d'où vient ce concept, quelles sont ses origines. C'est un concept qui en fait va utiliser les services écosystémiques, donc les services qui sont rendus par les écosystèmes et qui bénéficient aux activités humaines. Et ces services ont été particulièrement mis en avant en 2005, donc lors d'une étude qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment, qui a vraiment mis en avant le lien entre les écosystèmes et tous les bénéfices qu'ils nous apportent pour notre bien-être. Donc, à partir de cette date-là, il y a eu donc justement de plus en plus d'études qui ont montré l'importance de préserver les écosystèmes. Et en 2009, à la COP 15 de Copenhague, l'UICN a proposé de s'appuyer sur les forêts pour répondre à l'atténuation du changement climatique. Et donc, ça a été une des premières fois où l'UICN a mis en avant ce concept des solutions fondées sur la nature. Ensuite, il y a eu plusieurs rapports qui ont été publiés sur le sujet, mettant en avant notamment les aires protégées en 2010. Et puis, à partir de 2013, les solutions fondées sur la nature sont rentrées dans le programme de travail de l'UICN comme un des axes phares de promotion et de travail de l'UICN. D'autres acteurs se sont également intéressés à ces solutions fondées sur la nature, notamment la Commission européenne, avec le métaprogramme Biodiversa qui permet de financer des programmes de recherche sur les services écosystémiques et les solutions fondées sur la nature. En 2015 a eu lieu donc la COP 21 à Paris et donc ça a été l'occasion pour le comité français de l'UICN, donc qui regroupe les membres français de l'UICN international, de s'investir sur cette thématique et de promouvoir donc les solutions qui s'appuient sur les écosystèmes pour répondre donc à l'atténuation, à l'adaptation au changement climatique. En 2016 a eu lieu le dernier congrès mondial de l'UICN qui a permis de valider en fait la définition des solutions fondées sur la nature, donc qui a été adoptée par l'ensemble des membres de l'UICN. Et puis une publication dédiée a été publiée et qui permet en fait d'illustrer les solutions fondées sur la nature à travers différents exemples dans le monde. Et puis enfin, donc au niveau français, on a continué donc à publier sur le sujet, en particulier donc sur le sujet des solutions fondées sur la nature et risques naturels, avec donc des publications qui portent sur différents risques, les risques liés à l'eau, les risques littoraux, les risques en forêt. Et puis donc dernière étape en date qui a permis de développer et d'encadrer le concept, donc c'est la publication du standard international des solutions fondées sur la nature, donc en juillet 2020. Et je vous en parlerai tout à l'heure, on rentrera dans le détail. Évidemment, je vais vous présenter cette définition qui a été adoptée en 2016. Donc je vais lire la définition et puis après on rentrera dans le détail des différents aspects, des différents points à retenir de cette définition. Donc les solutions fondées sur la nature, ce sont des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Alors le premier aspect important à retenir, c'est que ces solutions fondées sur la nature, elles ont un double objectif. Elles visent à agir face à des enjeux de société et à produire des bénéfices pour la biodiversité. Donc ça, c'est le premier aspect important à retenir. Le deuxième aspect, c'est que ce sont des actions. Donc on est bien ici dans un concept qui se veut opérationnel. Et donc ces solutions fondées sur la nature, elles peuvent être constituées de 3 types d'actions qui peuvent évidemment être combinées au sein d'un même projet sur un territoire. Donc ces 3 types d'actions, ce sont la préservation d'écosystèmes fonctionnels en bon état. Donc par exemple, ça peut être la mise en place d'une aire protégée. Donc la gestion durable des écosystèmes, donc améliorer cette gestion durable. Donc ça peut être par exemple la mise en place de pratiques d'agroécologie. Et la restauration des écosystèmes dégradés, voire la création d'écosystèmes, donc notamment dans le cas des milieux urbains où voilà, on a des milieux assez contraints et donc où il peut y avoir une création d'écosystèmes.
Ces solutions fondées sur la nature, donc on l'a dit, il y a un double objectif pour les sociétés et pour la biodiversité. Et donc il y a des grands défis sociétaux qui ont été identifiés au niveau mondial. Donc on trouve le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la réduction des risques naturels, la santé humaine et le développement socio-économique. Donc sur la figure qui est à gauche, on retrouve en fait tous les éléments d'une solution fondée sur la nature. Donc on va retrouver en haut les différents types de projets qu'on peut mettre en place, donc des projets de restauration, des projets de gestion durable, des projets de protection des écosystèmes. Donc toutes ces actions s'appuient sur les écosystèmes pour répondre donc en bas de la figure aux défis sociétaux et au final aboutir au bien-être humain et à des bénéfices pour la biodiversité. Alors, pour avoir ces deux résultats, en bien-être humain et bénéfices pour la biodiversité, il faut que les projets soient mis en œuvre à des échelles spatiales et temporelles qui soient ambitieuses. C'est-à-dire que voilà, on veut s'inscrire dans la pérennité au niveau du temps et on veut également avoir des projets pour qu'ils aient des résultats intéressants et significatifs qui puissent s'inscrire sur des échelles géographiques qui soient importantes. Alors, une petite illustration. Donc, nous, au niveau français, on a particulièrement travaillé sur les solutions fondées sur la nature pour répondre au changement climatique. Et donc, ces solutions fondées sur la nature, elles peuvent à la fois participer à l'atténuation du changement climatique, donc avec des écosystèmes qui sont des puits et des réservoirs naturels de carbone. Donc, je vous indique quelques chiffres pour montrer en fait l'importance du rôle des écosystèmes par rapport à l'atténuation du changement climatique. Donc, on a plus de la moitié des émissions de CO2 qui sont absorbées chaque année par les milieux naturels. Une étude qui date de l'année dernière a montré que 30% des besoins d'atténuation qui sont nécessaires d'ici à 2030 pour pouvoir stabiliser l'augmentation des températures globales à moins de 2 degrés pourraient être apportés par les solutions fondées sur la nature. Donc on voit quand même qu'au niveau mondial, c'est une solution qui permettrait réellement d'apporter des résultats intéressants. Et puis, c'est vrai que quand on parle des solutions fondées sur la nature, enfin en général de l'apport des écosystèmes pour l'atténuation, on parle souvent des forêts, mais évidemment, il y a d'autres types d'écosystèmes qui vont jouer un rôle crucial pour l'atténuation. Alors, à la fois certains écosystèmes terrestres, les prairies, les zones humides, les tourbières, mais aussi évidemment donc les écosystèmes littoraux et marins qui jouent un rôle fondamental dans l'atténuation, le stockage de carbone. Et donc, juste un petit chiffre voilà, pour l'illustrer, notamment l'importance des écosystèmes littoraux. Donc qui couvrent en surface moins de 2% des océans et qui vont stocker 50% du carbone piégé dans les sédiments océaniques. Et cette importance aussi, l'importance de piéger le carbone dans les sédiments océaniques, c'est aussi un stockage sur le long terme du carbone et donc c'est aussi intéressant par rapport à cet aspect-là. Donc les solutions fondées sur la nature, elles vont répondre à l'atténuation, mais elles vont aussi répondre à l'adaptation au changement climatique. Donc on va avoir des écosystèmes qui vont participer à la réduction des risques naturels. Alors ces écosystèmes, en fait, quand ils sont en bon état, vont avoir une résilience élevée, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir retrouver leur fonctionnement et produire à nouveau les services écosystémiques qu'ils produisaient après un événement extrême, une catastrophe, une tempête, etc. Et donc, voilà, ça permet de maintenir aussi le rôle des écosystèmes sur le long terme, de favoriser donc cette résilience des écosystèmes. Et ces écosystèmes vont jouer un rôle de zone tampon contre les événements climatiques. Donc, on va avoir par exemple des forêts en montagne qui vont permettre de stabiliser les sols, réduire les glissements de terrain, des zones humides qui vont participer à la régulation des inondations, des dunes qui vont permettre de lutter contre l'érosion côtière, les submersions marines, et la végétalisation des villes qui va permettre de rafraîchir l'air et donc d'apporter une solution contre les îlots de chaleur urbains. Donc ces solutions fondées sur la nature, on l'a vu, donc elles permettent d'apporter une réponse face au changement climatique et l'objectif c'est aussi d'apporter des bénéfices pour la biodiversité.
Et notamment, ces bénéfices, ils sont cruciaux aujourd'hui, puisqu'on le sait, la biodiversité est impactée par différentes menaces. Et donc, par exemple, si on regarde le cas des écosystèmes littoraux, ils vont être impactés par l'urbanisation, l'artificialisation, la surexploitation, la pollution, les espèces exotiques envahissantes. Alors, évidemment, ils sont aussi impactés par le changement climatique, hein, notamment l'augmentation de la température de l'eau et l'élévation du niveau de la mer. Et puis, il y a également la problématique de l'acidification des océans. Et donc, c'est vrai que dans le concept des solutions Fondation Nature, on mise en fait sur le bon état des écosystèmes, sur la restauration des écosystèmes pour apporter une solution, mais il faut aussi savoir que si ces milieux sont dégradés, ils peuvent devenir justement un peu des contre-solutions. Et par exemple, par rapport à l'atténuation du changement climatique, des milieux dégradés peuvent devenir des sources de carbone bleu. Donc il faut vraiment avoir aussi cette attention à la préservation de la biodiversité, à la gestion, la restauration de ces écosystèmes pour vraiment apporter une solution multi-bénéfices. Donc Raphaël le disait en introduction, c'est vrai que ce concept des solutions Fondation Nature, une de ses grandes qualités, c'est d'être un concept transversal, donc qui permet vraiment à la fois de croiser les enjeux et de mutualiser les moyens et aussi de faire dialoguer différents types d'acteurs. Alors voilà, les entreprises, les collectivités, les associations, les chercheurs. Et c'est vraiment l'idée voilà, de ce concept de considérer les problématiques sur un territoire de façon très transversale et de pouvoir apporter une solution qui réponde à ces différentes problématiques. Les solutions Fondation Nature, c'est aussi des solutions qui sont sans regret. Donc, c'est-à-dire que c'est des solutions qui vont indépendamment, par exemple, du changement climatique, apporter des bénéfices en termes de paysage, en termes de biodiversité. C'est aussi une approche positive, donc qui se veut convaincre aussi les personnes qui ne sont pas sensibilisées à la préservation de la biodiversité, de montrer l'intérêt finalement de préserver les écosystèmes et d'être aussi dans la proposition d'une solution, donc quelque chose plutôt de positif. Pardon. Ce sont des projets qui sont, dans la plupart des cas, des alternatives économiquement viables. Donc voilà, sur le long terme, on va avoir des frais d'entretien qui vont être beaucoup moindres, par exemple quand on considère un projet de restauration de dunes qu'un aménagement, une infrastructure d'ingénierie civile qui aurait pu être mise en place pour jouer un rôle similaire. Des projets évidemment qui se veulent durables et voilà, qui veulent s'inscrire sur le temps long. Et enfin, des projets qui apportent des bénéfices multiples. Donc voilà, je viens d'en parler du paysage. Ça peut également être une source d'activité économique durable, source de bien-être pour les populations locales. Donc c'est aussi l'idée non seulement de répondre à une problématique et de répondre à l'érosion de la biodiversité, mais aussi d'apporter d'éco-bénéfices supplémentaires. Alors pour compléter en fait la définition qui a été adoptée en 2016 et pour essayer de mieux cadrer le concept, c'est vrai que c'est un concept qui est aussi assez prisé, donc il y a beaucoup d'acteurs qui s'en sont emparés et il a parfois été utilisé voilà, de manière un petit peu contre-productive, que ça soit en termes de bénéfices pour la biodiversité qui n'étaient pas toujours présents dans les projets, en termes d'association des populations locales, de gouvernance, etc. Donc il y avait vraiment un besoin d'avoir un standard plus précis avec des critères, des indicateurs pour pouvoir mieux identifier ce que comprend un projet de solution fondée sur la nature. Donc l'objectif de ce standard, c'est bien de pouvoir identifier les projets de solution fondée sur la nature et de guider la conception de ces projets-là, d'avoir également une compréhension et une interprétation commune du concept, donc avoir un langage commun qui soit partagé entre tous les acteurs impliqués dans ces projets-là, et puis de faciliter l'évaluation de la qualité et de la pertinence des projets. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais il y a une notation avec des couleurs qui permet en fait d'identifier les points sur lesquels on est très avancé et les points par contre sur lesquels on a une marge de manœuvre pour s'améliorer. Donc, ça permet aussi de pouvoir avoir une démarche d'auto-amélioration sur la gestion, la mise en place des projets.
Donc ce standard, donc il a été publié en juillet 2020 et il comporte 8 critères qui sont déclinés en indicateurs et qui précisent donc les différents éléments à inclure dans une solution fondée sur la nature, que ce soit au niveau de la planification, du design ou de la mise en œuvre. Donc je vous ai mis le lien en bas si vous souhaitez avoir plus de détails et avoir les documents précis qui présentent les critères et les indicateurs du standard international des solutions fondées sur la nature. Alors, je vais vous présenter du coup ces 8 critères. Le premier critère, c'est que les projets soient conçus pour répondre à un défi sociétal. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a 6 grands défis qui ont été identifiés en plus du défi donc, relatif à la préservation de la biodiversité. Et l'idée, en fait, c'est bien d'avoir un projet qui permette de répondre concrètement à ce défi sociétal. Donc, d'avoir une bonne connaissance de ce défi sur le territoire du projet et de pouvoir aussi se fixer des objectifs quant à la réponse aux standards. Donc, par exemple, voilà, pour un projet lié au risque submersion, se dire, bah voilà, aujourd'hui le territoire était soumis à X submersions par an et on essaye de viser 50% de moins du risque submersion. Bon, c'est vraiment un exemple, je vous dis ça complètement au hasard, mais l'idée c'est d'avoir un objectif qui soit un peu chiffré, précis, pour ensuite pouvoir suivre le projet sur le long terme et voir s'il répond effectivement à cet objectif qu'on s'est fixé. Le deuxième critère, ça porte sur l'échelle du projet et l'intégration du projet sur le territoire. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder comment le projet intègre les interactions qui existent entre l'économie, la société et les écosystèmes, pas uniquement sur le territoire propre du projet, mais aussi à une échelle plus grande, donc par exemple une échelle de bassin versant, de pouvoir voilà, étudier les différentes activités, les différents écosystèmes et de pouvoir intégrer tout cela dans la conception du projet. Un deuxième aspect qui est intéressant aussi des solutions fondées sur la nature, c'est qu'on ne se pose pas en opposition en fait avec un certain nombre d'autres solutions. Donc voilà, ça peut être des infrastructures d'ingénierie civile, ça peut être des technologies, ça peut être des actions qui portent sur la communication. L'idée, c'est plutôt d'être en complémentarité avec ces autres types de projets sur le territoire pour avoir en fait un impact plus important du projet de solution fondée sur la nature. Et puis enfin, donc le dernier point, donc ça c'est les trois indicateurs hein, du critère. Le dernier indicateur qui porte sur l'identification des impacts au-delà du site d'intervention, donc évidemment toujours dans un souci de pas uniquement regarder ce qui se passe à l'échelle du territoire de projet, mais bien regarder et minimiser les impacts éventuels du projet à l'échelle du paysage. Le critère numéro 3, donc c'est pour bien s'assurer que le projet apporte des bénéfices pour la biodiversité. Donc, il repose sur 4 indicateurs. Donc, un des premiers aspects qu'on veut vérifier, c'est qu'il y ait bien un état initial, une étude initiale de l'état des écosystèmes pour pouvoir en fait suivre également les bénéfices à ce niveau-là. Des objectifs également à définir. Alors, ça peut être des objectifs en matière de surface d'écosystème qui va être restaurée, en termes d'espèces qui seront préservées ou qui seront favorisées par le projet. Ça peut être également en termes de continuité écologique. Voilà, il y a différentes façons de pouvoir définir ces objectifs. Et l'idée ici, c'est toujours d'avoir des objectifs les plus précis et chiffrés possibles pour pouvoir ensuite aider dans le suivi de ces paramètres-là. Donc la mise en place évidemment d'un suivi hein, sur le temps long qui permet de suivre l'évolution de ces bénéfices biodiversité et de voir si on va atteindre les objectifs et de minimiser également les éventuels risques. Alors on peut penser par exemple aux risques liés aux espèces exotiques envahissantes. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment
Donc on retrouve un peu cet aspect-là de minimisation des risques dans plusieurs indicateurs, parce qu'il y a vraiment l'idée d'avoir un impact positif pour le territoire à tous les niveaux et de pouvoir, même quand il y a des impacts imprévus qui vont surgir tout au long du projet, de pouvoir les traiter et les minimiser pour vraiment maximiser tous les bénéfices issus des solutions fondées sur la nature. Et donc le dernier aspect, c'est d'avoir un projet qui puisse évidemment contribuer à améliorer l'état de l'écosystème et à améliorer sa connectivité. Le critère numéro 4, c'est un critère qui vise à s'assurer que les projets vont être économiquement viables. Donc évidemment, voilà, dans un contexte où on a des moyens financiers qui sont de plus en plus limités pour agir sur la préservation de la biodiversité, et puis également aussi pour pouvoir impliquer les acteurs plus largement et sur des projets qui soient finalement rentables. On a besoin d'avoir ce critère de viabilité économique, donc d'identifier les gains et les coûts des projets et qui va percevoir les gains, qui va supporter les coûts. D'avoir donc cette prise en compte de la durabilité économique et financière, de pouvoir aussi comparer ce projet de solution fondée sur la nature avec d'autres types de solutions qui auraient pu être mises en œuvre pour répondre aux défis qu'on cible. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que au-delà de démontrer l'efficacité économique, c'est aussi un argument pour convaincre des porteurs de projets et des décideurs à mettre en place des solutions fondées sur la nature, de montrer que c'est des solutions qui sont moins chères que d'autres alternatives. Et puis une attention aussi aux différentes sources de financement qui permettent de financer le projet, donc d'avoir une diversification de ces sources de financement pour éviter toute problématique dans le cas où un financeur aurait des problèmes financiers, justement. Voilà, donc le critère numéro 5, il porte sur la gouvernance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment d'avoir des projets qui soient transversaux, qui permettent d'associer très largement les acteurs du territoire. Et donc, pour ça, on insiste sur le besoin d'avoir une gouvernance qui soit transparente, qui soit inclusive. Et donc, cette gouvernance, elle passe par donc, différents indicateurs. La mise en place de mécanismes de retour d'information, de règlement des griefs, donc c'est-à-dire d'avoir un moyen de consulter en fait largement les citoyens, les différents acteurs du territoire sur le projet de solution fondée sur la nature qu'on va mettre en œuvre. Une participation fondée sur le respect mutuel de l'égalité. Donc c'est vrai qu'il y a certains indicateurs, comme c'est un standard international, qui sont plus ou moins applicables au contexte français. C'est vrai que voilà, c'est celui-là, cet indicateur-là, on imagine quand même que dans la plupart des projets, il est respecté, en tout cas on l'espère. Ensuite, donc l'indicateur suivant, donc il permet d'identifier quelles sont les parties prenantes, comment elles sont impliquées dans la gouvernance, et donc de pouvoir garantir une prise de décision qui soit transparente, donc de savoir qui prend la décision, quelle décision a été prise, et est-ce que ces informations sont rendues publiques aussi pour que tout un chacun puisse en avoir connaissance. Et enfin, un dernier indicateur qui porte sur les projets qui seraient transfrontaliers et donc la nécessaire mise en place d'une coopération transfrontalière dans ce cas. Le critère numéro 6, il porte sur les compromis, c'est-à-dire comment on va, encore une fois, prendre en compte et minimiser les impacts et les différents coûts du projet, alors que ça soit en termes écologiques ou en termes sociaux. Donc voilà, par exemple, si on pense à un projet encore une fois, de restauration d'une dune, où on va, par exemple, où il y avait des accès, par exemple, à la plage qui traversait la dune. On va supprimer ces accès pour permettre à la dune de se restaurer. Du coup, voilà, il y a la question de savoir est-ce que on met un accès à la plage à un autre endroit pour permettre quand même aux gens d'avoir un accès facilité. Enfin voilà, toutes ces questions un peu de se dire
quel impact le projet va avoir sur le territoire largement et comment on fait pour pouvoir pallier en fait à ces impacts, notamment donc vis-à-vis des acteurs du territoire. Voilà, et puis le dernier indicateur, il porte donc sur ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde, donc c'est-à-dire c'est un peu les garde-fous, que ce soit pour les écosystèmes ou que ça soit donc au niveau des populations. Donc par exemple, si on a un projet qui vise à mettre en place une aire protégée pour permettre au stock de poissons de se reconstituer et donc d'avoir une ressource alimentaire suffisante pour les pêcheurs et les familles de pêcheurs, on va avoir un garde-fou de savoir, et voilà, est-ce que les populations de poissons, finalement, elles vont être peut-être de plus en plus impactées dans le temps par le changement climatique, et donc peut-être qu'il y aura besoin de réviser régulièrement la période pendant laquelle on va avoir une interdiction de pêcher dans telle ou telle zone. Donc voilà, c'est vraiment avoir en tête le fait que l'environnement est aussi changeant et qu'il faut pouvoir évaluer régulièrement si les compromis qu'on a mis en place ne sont pas déséquilibrés et ne vont pas conduire donc à des impacts trop forts sur l'écosystème. Voilà, donc il reste 2 critères. Le critère 7 qui est sur la gestion adaptative. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter justement à ce contexte changeant. Donc d'avoir un plan de suivi d'évaluation qui permette de montrer à la fois est-ce qu'on répond aux objectifs, si on n'y répond pas, d'analyser pourquoi et de pouvoir du coup adapter les actions qu'on avait prévues suite donc à cette analyse du suivi. Donc c'est voilà le petit graphique que vous voyez en bas à droite. Donc suite aux informations du suivi, donc apprendre, on adapte finalement les actions de planification et on va modifier ces actions. Et enfin donc le dernier critère, il porte sur la durabilité et puis aussi le fait de pouvoir diffuser et vraiment faire en sorte que les solutions fondées sur la nature se multiplient sur les territoires. Donc avec un premier indicateur sur la diffusion et le partage des enseignements. C'est vrai que c'est un aspect sur lequel nous, on travaille au comité français de l'UICN, d'essayer de montrer des exemples qui marchent, de montrer pourquoi ils marchent, quelles sont les difficultés, comment on peut les résoudre. Un deuxième aspect qui est aussi très important pour favoriser vraiment la montée en puissance des solutions fondées sur la nature, c'est de permettre leur intégration dans les cadres politiques et réglementaires, de montrer justement que c'est une solution alternative à d'autres types de solutions qui sont mises en œuvre voilà, depuis longtemps. Et donc, voilà, de pouvoir intégrer ça dans des stratégies, des politiques au niveau national, international. Et puis, au niveau du projet, de pouvoir aussi identifier quelle contribution la solution fondée sur la nature qu'on a mise en place va apporter alors aux engagements nationaux. Ça peut être voilà les engagements qu'on a en termes de climat, ça peut être voilà d'autres types d'engagements sur la biodiversité, etc. Donc de montrer en fait comment ces projets vraiment permettent de répondre à des objectifs nationaux voire internationaux. Donc voilà pour les critères et j'avais juste quelques informations supplémentaires. Donc pour pouvoir en fait évaluer son projet, il y a un outil d'auto-évaluation qui est en cours de validation, qui est en fait un tableau Excel. On va retrouver tous les critères et indicateurs que je vous ai présentés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir renseigner chaque indicateur avec un système de couleurs. Donc vous voyez du vert au rouge. Et donc ensuite, ça produit un résultat qui va être pondéré pour chaque critère, qui sera toujours sous forme donc de ces couleurs-là. Et donc l'idée, c'est que si on ne répond pas à un critère, enfin si on répond à un critère de façon insuffisante, cela signifie qu'on ne répond pas aux standards des solutions fondées sur la nature. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre au moins à chaque critère de façon au moins partielle. Donc vous voyez dans le petit tableau là que j'ai mis au milieu de la diapo, on voit donc les 8 critères à gauche, donc un exemple voilà de score pondéré de chacun des critères et donc
une couleur finale. Donc là, vous voyez que le 4, il est rouge, donc il est insuffisant. Donc ça veut dire que ce projet-là ne peut pas être considéré comme une solution fondée sur la nature au regard du standard. Si par contre on avait donc aucun critère qui est rouge, mais plusieurs qui sont en orange, donc partiel, ça permet aussi d'identifier les critères sur lesquels on a une marge d'amélioration. Donc voilà, par exemple, là, le 3, gain net en biodiversité, peut-être que ce serait intéressant de pouvoir travailler sur cet aspect-là dans le projet et de pouvoir s'améliorer sur cet axe gain net pour la biodiversité. Donc pour l'instant, c'est un outil d'auto-évaluation. Donc chaque porteur de projet peut l'utiliser et se l'approprier. Et au niveau international, il y a une réflexion qui est en cours sur la mise en place d'une certification, donc qui permettrait en fait de donner vraiment le label solution fondée sur la nature à certains aux projets qui donc répondent aux standards. Juste pour terminer, donc 3 publications un petit peu cadres sur le sujet. Donc je vous ai mis du plus récent au plus vieux. Donc à gauche, notre dernière publication sur les solutions fondées sur la nature pour les risques liés à l'eau en France. Il y en a une prochaine qui sortira au premier semestre sur les risques littoraux. Donc l'idée, c'était de balayer les différents risques naturels en France et de voir quel type de solutions fondées sur la nature peuvent y répondre, illustrées avec des retours d'expérience. La deuxième, donc, qui est plus générale sur voilà, comment les solutions fondées sur la nature peuvent répondre au changement climatique. Et donc celle à droite dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été publiée lors du dernier congrès mondial de l'UICN, qui permet de donner des exemples qui répondent à différents défis sociétaux et des exemples qui sont répartis dans le monde. Voilà, et je voudrais juste terminer donc sur la poursuite de nos travaux donc au Comité français du l'UICN sur cette thématique. Donc, comme je viens de dire, on continue à recueillir et analyser des retours d'expérience, donc vraiment pour essayer de montrer que c'est des projets qui sont efficaces, qui sont intéressants et qui permettent de répondre à ces défis et notamment aux risques naturels. Le standard, donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner aussi les acteurs pour une meilleure appropriation de ce standard et une utilisation aussi de ce standard pour vraiment analyser des projets concrets. On travaille également à l'accompagnement, à la sensibilisation des acteurs et des décideurs. C'est vrai que c'est un concept qui est quand même relativement nouveau. Il y a toujours un besoin de pouvoir le présenter et expliquer ce que ça recouvre. Et enfin, donc, on est impliqué dans un live qui est le live artisan sur les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique qui est coordonné par l'OFB. Et donc, dans ce cadre, il y aura la production d'outils et de ressources vraiment pratico-pratiques pour accompagner les porteurs de projets potentiels et disséminer les solutions fondées sur la nature. Donc, c'est un programme qui a commencé l'année dernière et qui est sur 8 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas trop dépassé, mais je suis ouverte à vos questions. Merci beaucoup Justine. Si dépassé un tout petit peu, mais c'était vraiment très intéressant. On va donc passer maintenant à la première session de questions-réponses. Avant de avant de vous restituer les questions, on va basculer sur la facilitation graphique que Fanny Didou, notre prestataire qui nous accompagne sur notre programme de webinaire, est en train de réaliser en direct. Donc, on va poser quelques questions, même si effectivement on a un peu dépassé et qu'il va falloir qu'on fasse une session un peu plus courte. Néanmoins, on a déjà pas mal de questions, Justine. Donc, une première question, peut-être rapidement, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la rédaction de ce genre de standard? Enfin, chez vous, finalement, ce standard, il a été rédigé comment, par qui? Voilà, quelques petites questions là-dessus. Ouais. Alors en fait, donc ça a été rédigé au niveau international, donc l'UICN international. Ça a été un travail qui a été très collaboratif. Donc en fait, il a pris 2 ans. Il y a eu de mémoire 4 consultations
2 qui ont été faites en interne. Donc en fait, l'UICN, c'est un réseau de membres. Donc parmi nos membres, donc par exemple au niveau français, on a ministère de l'écologie, ministère des Affaires étrangères, on a des ONG, on a des établissements publics. Et il y a eu également 2 consultations qui ont été effectuées en externe, donc avec voilà, les partenaires externes et toute personne qui souhaitait contribuer au standard. Donc voilà, c'est un travail qui s'est vraiment voulu partenarial. Donc, je ne me rappelle plus le nombre de contributions qu'il y a eu, mais il y en a eu plusieurs centaines sur les différentes versions du standard. Et en fait, l'idée, c'est aussi que ça soit un outil qui soit révisé régulièrement. Donc, pour l'instant, il y a une révision qui est prévue tous les 4 ans pour permettre justement d'intégrer les différents retours des acteurs qui vont l'utiliser. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit facile d'utilisation et qui permette vraiment de faire avancer les acteurs dans la meilleure prise en compte de la biodiversité et de la réponse aux enjeux sociétaux qui les concernent. Très bien. On a une autre question qui concerne les critères de recyclabilité des matériaux utilisés dans la réalisation de projets solutions tournées sur la nature. Est-ce qu'il y a des critères sur cet aspect-là ou pas? Pas spécifiquement parce que c'est vrai que du coup c'est plutôt des projets qui sont fondés sur les écosystèmes, donc de voilà de restauration, gestion durable, protection des écosystèmes. Après, il y a quand même tous ces indicateurs qui portent sur les impacts du projet. Donc ça pourrait rentrer dans ce cadre, mais il n'y a pas de voilà d'indicateur vraiment spécifique sur ce sujet-là à proprement parler. Très bien. Donc, au-delà de la rédaction de ce standard, comment vous pouvez accompagner les acteurs justement qui voudraient mettre en place de tels projets? Bah, ça peut être un accompagnement dans la prise en main en fait de ce standard, c'est-à-dire voilà pouvoir avoir une interprétation en fait un peu concrète par rapport au projet qu'on étudie des différents indicateurs. C'est vrai que ce que je vous ai présenté là ce matin, c'est quand même, enfin, ça reste assez théorique, c'est-à-dire que c'est un cadre qui est déjà international, donc qui veut s'adapter à tout type de pays et en plus qui voilà, concerne tous les écosystèmes et tous les types de situations. Donc c'est vrai que voilà, c'est important aussi de pouvoir le personnaliser, l'interpréter par rapport au projet qu'on va mener. Donc nous, c'est voilà, c'est cet accompagnement-là qu'on peut offrir, une aide à déjà l'appropriation des indicateurs du standard et puis ensuite à l'interprétation des indicateurs et la notation en fait des indicateurs. Aujourd'hui, en fait, dans l'outil d'auto-évaluation, je l'ai pas précisé, mais il y a quand même en fait, pour chaque indicateur et chaque couleur, il y a un petit texte en fait qui est rédigé qui aide à choisir la couleur pour noter l'indicateur. Donc, par exemple, je ne sais pas si je prends un indicateur sur la gouvernance, voilà, on va avoir dans la case verte. Bah, tous les acteurs, les parties prenantes du projet sont bien identifiés et associés au projet. Et par contre, en orange, ça va être une partie des acteurs impliqués dans le projet ont été identifiés, associés, etc., etc. Très bien, merci. Donc, il y a une question par rapport à la viabilité économique des projets qui est assez difficile selon la personne qui pose la question à évaluer sur le terrain. Est-ce que vous pouvez donner des informations supplémentaires? Alors c'est vrai que ce critère-là, aujourd'hui, il est finalement peu traité dans les projets qu'on a pu identifier jusqu'à maintenant. C'est vrai que donc nous, depuis 2015, on identifie des projets de solutions Fondation Nature. Ce critère-là, il est dans le standard depuis 2020. Et je pense que ce sera un challenge pour les porteurs de projets d'avoir ces informations qui sont pas classiquement intégrées dans les projets. Donc aujourd'hui, finalement, en tout cas au niveau français, on n'a
pas tant de recul que ça sur les différents outils qu'on pourrait utiliser, les différents types d'études qu'on pourrait mettre en place pour étudier cette rentabilité. Mais en tout cas, c'est un aspect qu'on a vraiment identifié comme un point sur lequel il faut qu'on travaille et justement qu'on accompagne en particulier les porteurs de projets pour les aider à avoir ce type d'études. C'est vrai que moi, je suis pas économiste, donc j'ai pas beaucoup de billes à vous apporter concrètes là-dessus aujourd'hui, et on est aussi dans une phase de test en fait du standard pour voir comment concrètement il peut s'appliquer au projet. Donc voilà, c'est un aspect en effet qui est assez complexe à étudier dans les projets. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a des questions, on a pas mal de questions par rapport aux outre-mer, donc je vais essayer de les regrouper. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de solutions fondées sur la nature dans les outre-mer? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique auprès des projets, des actions mises en place, il y a beaucoup de choses à faire sur ces territoires? Est-ce que vous avez des éléments d'information à apporter aux participants d'aujourd'hui sur les outre-mer? Oui, alors c'est vrai que les outre-mer, c'est évidemment un enjeu très fort en termes de biodiversité. Il s'avère que dans nos retours d'expérience, on a repéré très très peu de projets en outre-mer. Alors on ne sait pas vraiment si, enfin je pense qu'il y a des projets, mais que les porteurs de projets ou les acteurs s'identifient pas forcément aux solutions fondées sur la nature. Et donc, il y a plusieurs choses. On a donc ce fameux programme Life Artisan qui, en fait, a recruté 13 animateurs régionaux, donc qui seront présents dans toutes les régions françaises. Et il y en a également 2 qui seront en Outre-mer. Donc une personne qui sera dans les Antilles et une autre personne qui sera à La Réunion. Et donc l'idée, c'est que ces animateurs régionaux puissent vraiment constituer un réseau régional et sensibiliser les acteurs à l'intérêt des solutions fondées sur la nature. Donc là, c'est spécifiquement pour l'adaptation au changement climatique, et puissent accompagner des projets sur le terrain, accompagner des porteurs de projets. Donc je pense que ça permettra vraiment de donner un élan aux solutions fondées sur la nature en Outre-mer. Et sinon, pour donner un exemple, par rapport aux risques littoraux, on a par exemple les projets de préservation des mangroves qui vont permettre de réduire l'impact des tempêtes sur les littoraux. Donc ça, c'est un exemple un petit peu typique. On a aussi évidemment tout ce qui va concerner la préservation des récifs coralliens, qui va aussi atténuer la houle et permettre de préserver les littoraux. Donc voilà, c'est ce type de projet que nous, on a pu mettre en avant par rapport aux risques littoraux, mais évidemment, il y a plein d'autres projets qui permettent de répondre à tous les grands défis sociétaux et qui peuvent être mis en place en Outre-mer. Merci Justine. On reçoit énormément de questions, donc on est vraiment navré de ne pas pouvoir toutes les relayer par ici. Mais le temps tourne, on va devoir passer à la seconde partie avec les exemples. Avant cela, Raphaëla Le Bouvelot, notre présidente, souhaite apporter un éclairage et des commentaires. Donc je lui laisse la parole avant de passer à la seconde partie. Oui, Justine, je voulais juste faire écho à tout ce que tu viens de dire. Donc, en disant que pour ma part, je travaille avec l'UICN international sur la question de l'aquaculture, et dans lequel on a étudié justement, on étudie avec le standard actuel comment des systèmes de production aquacole sur des littoraux peuvent s'inscrire dans le standard des solutions fondées sur la nature. Et en particulier, par exemple, on a pris le cas des cultures d'algues sur le territoire de Zanzibar pour voir si on s'inscrivait dans une solution fondée sur la nature. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et puis une deuxième chose, c'est aussi de dire que justement sur le plan de la viabilité économique, c'est intéressant parce que le standard nous permet d'aborder ces systèmes de production, dans quel cadre on s'inscrit, est-ce que c'est une croissance, un développement économique durable aussi sur un plan local, et donc finalement évaluer en fait cet impact économique des bénéfices rendus par le système de production selon des critères un petit peu novateurs en fait.
Merci Rafaela. Une participante qui nous écrit dans la chatbox qu'il y a des projets SFN en Outre-mer et notamment tous les futurs projets de Kiwa dédiés aux territoires d'Outre-mer et aux pays du Pacifique. Donc on essaiera de vous trouver des informations et de vous les mettre dans le compte rendu qui sera envoyé. Donc on va maintenant passer donc à la seconde partie. Je vais donc reprendre la main puisque nous allons donc passer à la présentation du premier projet, du premier exemple. Donc la présentation sera effectuée par Loïc Pétenieff, qui est donc garde de l'électoral sur la commune du Gros-du-Roi. Mais avant cela, on va vous diffuser une petite vidéo qui résume un peu le projet. Voilà. Bonjour à tous, donc merci pour votre invitation, pour me permettre de présenter un peu le projet qui a été mis en place. Donc en fait, c'est un projet qui a été discuté aux alentours de 2010 en fait. Donc à cette époque-là, on n'était même pas dans la notion de solution fondée sur la nature. Donc c'est un projet qui avait été envisagé puisque l'État et les financements en fait au niveau de tout ce qui était enrochement, digues et compagnie commençaient à devenir de plus en plus difficiles à obtenir. Et donc la commune pouvait plus supporter le coût d'entretien puisque on a sur toute la partie, enfin sur la moitié est en fait de la plage de l'Espiguette, on a une batterie de 46 épis. Donc avec un coût assez important en fait pour la commune au niveau de l'entretien. Et de plus, il y avait des études qui commençaient à mettre en avant en fait la problématique qui était liée à tous les enrochements et à la lutte frontale en fait face aux submersions marines. Donc en fait, il y a ce projet qui a commencé à être un peu envisagé, c'est-à-dire de créer un cordon lunaire de seconde ligne, plus en arrière dans les terres. Donc ce projet a mis plusieurs années à se monter parce que il a été précédé en fait par étant donné qu'on est sur un site Natura 2000, donc il a fallu faire des inventaires assez précis, beaucoup d'études d'impact associées.
Et le projet était envisagé toujours dans la logique en fait d'éviter, réduire ou compenser. Les problèmes de submersion marine étant accentués ces dernières années, en fait, le tracé était revu 3 voire 4 fois avant d'être finalisé. Donc, il y a eu 1 an et demi de travaux. C'est un projet qui a été basé pour au maximum conserver en fait les continuités écologiques et hydrauliques du site. Donc, de ce principe, en fait, on s'est servi de la topographie des lieux et on a cartographié tous les points hauts, les chemins existants, ce qui a permis en fait de limiter grandement l'impact des travaux sur les espaces naturels et les habitats qui s'y trouvaient, puisque on a reconstitué en fait une dune donc qui est située entre 200 et 900 mètres du trait de côte sur 11 km de longueur. Et sur ces 11 km, il y a seulement 5 km et demi en fait qui ont été ouvragés. Donc, il y a 22 000 mètres cubes, comme on a pu voir sur la vidéo, de matériaux qui étaient apportés, dont 15 000 mètres cubes de sable qui ont été prélevés sur la plage de Espiguette. Donc, le cordon dunaire est constitué en fait de 2 parties. On est sur la partie des chemins rehaussés, c'est du tout venant, donc les mêmes matériaux qui constituaient les chemins. Ils ont été rehaussés à hauteur de 2,50 m et toutes les parties dans les habitats et les espaces naturels, en fait, a été recréé à partir du sable prélevé sur le site. Donc, les parties en sable ont été végétalisées et paillées afin de garantir leur maintien. Suite à ça, au préalable, comme il y a pas mal de domaines privés, de zones agricoles, il y avait une enquête publique qui avait été faite avec un audit, parce que sur des projets comme ça, c'est quand même relativement important de concerter les gens qui vont être impactés par les travaux, même s'ils en sont en finalité Excusez-moi, bénéficiaires. Loïc, je vous coupe. Je vous coupe. Il y a un certain nombre de participants qui s'inquiètent de ne pas avoir de présentation, mais je crois que votre présentation, c'est uniquement des photos, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. La présentation de Loïc est basée sur des images, hein, simplement. Il n'y a pas de Ouais, préparation. ouais, alors là-dessus, je m'excuse parce que disons qu'en ce moment, je suis en arrêt de travail, donc j'ai pas eu l'occasion de récupérer les documents au bureau. Par contre, si vous voulez des renseignements ou de la documentation un peu plus importante, je pense que vous pourrez prendre mon contact par la suite et je vous ferai passer la documentation que vous voulez avoir, notamment des plans, tout ça. Il n'y a pas de souci, mais il me faudrait passer au bureau pour ça. Donc, si par la suite il y a des gens qui sont intéressés pour avoir une documentation un peu plus complète, je leur ferai passer sans problème, quoi. Donc là, en fait, on voit une photo. Donc là, c'est consécutif à une tempête qui date de 2013. Donc, pour vous expliquer en fait la rapidité des phénomènes d'érosion, la ganivelle qu'on voit sur la gauche de la photo, à l'heure actuelle, c'est la limite du trait de côte. C'est-à-dire qu'en 7 ans, on a perdu l'intégralité de la dune qu'on peut voir et la plage a reculé de quasiment 35 mètres. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est passé en 7 ans. Donc ce cordon dunaire qui a été implanté, en fait, c'est suite à différentes études, notamment au niveau de la bathymétrie, les fonctionnements des courants, d'érosion, tout ça. Et 2 ans, en fait, on fait face à un problème, c'est-à-dire qu'on a répondu là cette année à un appel à projet, puisque le phénomène d'érosion s'est déplacé, puisqu'on a la topographie des fonds marins s'est modifiée ces 3 dernières années. Et la zone d'érosion qui était concentrée sur à peu près 700-800 mètres s'est déplacée de presque un demi-kilomètre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est en train de manger la dune avant ce second cordon dunaire. Donc on est en train d'envisager de refaire un point d'ancrage supplémentaire qui devrait être réalisé en courant 2021. Donc c'est un projet qui était censé avoir 2 décennies et en fait on a été rattrapé par le temps. C'est notamment ce qui explique il y a 2 voire 3 tracés avant le commencement des travaux qui avaient été établis et finalement qui répondaient pas aux besoins et aux objectifs. Donc
Donc là, là, je vous montre une photo. En fait, vous voyez, donc ici, c'est l'étang où s'ouvre la brèche maritime quand on a des coups de mer. Donc c'est par là qu'en fait, on subissait les inondations sur tout le secteur de l'Espiguette. Donc là, on est sur une des extrémités en fait de l'ouvrage, du cordon dunaire. Donc là, c'est un rehaussement de la berge qui a été effectué avec une protection face à l'érosion. Donc là, on est sur une partie qui est naturelle. Là, par exemple, on peut sur la photo, donc là, vous avez le plan de financement. Je reviendrai dessus après. Et là, sur la photo, par exemple, vous voyez là où il y a les OIA sont déposées. Donc là, on est sur une partie naturellement donc reconstituée à partir du sable qui avait été prélevé sur le site. Donc il y a eu un paillage de fait pour éviter l'érosion par la pluie et le vent, une végétalisation avec des plants de noya. Et là où vous voyez les deux voitures en arrière-plan, en fait, on est sur un chemin qui lui a été rehaussé. Donc il n'y a eu aucun chemin de créé, on s'est servi uniquement des points qui étaient existants. Donc c'est un projet sur 11 km donc, qui traversait des propriétés du Conservatoire du Littoral, tout ça, donc qui a été assorti de pas mal de volets. Donc il y a eu un traitement quasiment intégral de toutes les espèces invasives qui étaient présentes sur le parcours du projet. Il y a eu des mesures compensatoires donc, qui consistaient à recréer des mares pour les amphibiens, notamment le pélobate cutripède avec le Conservatoire d'espaces naturels. La commune a rétrocédé une trentaine d'hectares au Conservatoire du Littoral. On a des suivis au niveau des populations de saladelles pour voir si le projet a été impactant ou s'il y a une neutralité au niveau du développement des différentes espèces. Donc ce suivi est assuré par le Conservatoire de botanique nationale. Pour ce qui est le plan de financement, donc vous pouvez le voir sur le schéma à droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet où on a pu reconstituer un cordon dunaire de 11 km de longueur pour une somme d'à peu près 1,3 million d'euros. Sachant que sur ce type de projet, généralement, les communes ont une participation incompressible de 20%. Et on est sur un coût de réalisation qui est extrêmement faible par rapport à d'autres projets similaires comme il y a pu se faire à Sète ou à Frontignan, où là on était sur des projets à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des infrastructures routières qu'il a fallu déplacer et ce qui induit quand même une charge financière assez lourde, voire des fois insupportable pour certaines communes. Donc c'est aussi cet avantage de ce que disait Justine tout à l'heure, c'est que le principe des solutions fondées sur la nature, c'est au-delà de tous les avantages au niveau écosystémique que ça peut apporter, on a quand même un coût de réalisation généralement qui est bien en dessous d'autres formes de projets ou de ce qui pouvait se faire avant. Notamment sur tout ce qui était le endiguement, les enrochements, tout ça. Donc à l'heure actuelle, le projet a été inauguré en 2017. Donc pour l'instant, il a fait ses preuves puisque on a eu pas mal de phénomènes assez intenses au niveau des submersions marines. On a un retour positif, si ce n'est cette problématique du déplacement de la zone d'érosion, mais bon, ça c'était extrêmement compliqué de se projeter 3 voire 5 ans plus tard. Suite à ça, on essaie de s'adapter, donc on va repenser un peu le projet. Ce projet, ça a permis aussi de toute la restauration en fait du système hydraulique avec la rénovation de différents ouvrages. Donc, on a quand même globalement un retour assez positif de la réalisation. Chose qui à l'époque, il y avait, je crois pas qu'il y avait eu de travaux comparables réalisés sur le littoral, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, on a quand même un retour assez positif. Au niveau des suivis inventaire faune-flore, le projet a quasiment pas été impactant sur l'écosystème du site. Donc
Je pense que oui, ça mérite réflexion. Après, nous, on a quand même cette chance où on était sur des territoires où en fait qui étaient pas urbanisés du tout, hein, puisque on est sur des espaces naturels en zone littorale, donc ça permet. On est aussi sur des habitats faune-flore qui sont relativement résilients et qui supportent très largement une mise en eau. Une mise en eau d'eau de mer pendant des périodes de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, donc si vous avez des questions. Merci, merci Loïc. Il y a eu une question, une ou deux questions sur le projet, mais je vous propose qu'on les pose après la présentation du deuxième exemple. Donc, on va maintenant laisser la main à Sylvain Couvret, qui va vous présenter le deuxième projet, donc qui est le projet SARLab. Donc, Sylvain, vous pouvez donc partager votre écran. Voilà, c'est fait et prendre la parole. Donc voilà, je vous retrouve juste après. On essaiera de poser quelques questions s'il nous reste du temps. Donc je laisse maintenant la parole à Sylvain. Oui, bonjour à tous. Je suis Sylvain Couvret, je suis chercheur à l'Institut océanographique Paul Ricard. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce webinaire aujourd'hui. Et donc, à cette occasion, je vais vous présenter le programme SARLAD, qui est un programme site atelier de restauration écologique de la lagune du Brusque. Donc, pour faire le lien avec les solutions fondées sur la nature, je vais vous montrer en quoi ce programme, qui à l'origine n'était pas monté en tant que tel comme une solution fondée sur la nature, peut tout de même s'y apparenter, et les actions mises en place peuvent être considérées comme des solutions fondées sur la nature, et en quoi il répond en tout ou partie à la définition de solution fondée sur la nature proposée par l'IUCN. Donc en fait, à la base, on était parti sur un montage de projet vraiment de restauration écologique. La restauration écologique, c'est un outil qui fait partie de la stratégie de la directive européenne cadre stratégique pour le milieu marin, DCSMN, qui vise à l'atteinte du bon état écologique du milieu marin à l'horizon 2020. Cette directive européenne est traduite en droit français et expliquée dans le plan d'action pour le milieu marin, là il y a celui pour la Méditerranée occidentale, dans lequel il est préconisé la création de sites ateliers pour le développement de solutions d'ingénierie et de restauration écologique. Donc, ce programme répond à une volonté nationale et internationale de gestion et protection du milieu marin. Pour vous mettre un peu dans le contexte géographique, donc la zone d'étude se situe dans le sud de la France, dans le Var, à proximité de Toulon, donc une grosse agglomération très anthropisée, et particulièrement l'été avec la flux touristique. Cette zone est encadrée par deux parcs nationaux, avec à l'ouest le parc national des Calanques, de Marseille, et à l'est celui de Porquerolles, donc deux zones de haute protection et gestion. Au sein du site considéré, il y a aussi des mesures de gestion et de protection mises en place, notamment la zone s'inscrit est située dans trois zones Natura 2000, avec celui de la lagune du Brusque, un site en plus maritime, le site Andier-Capticier et le site Capticier-Sifour. La lagune du Brusque qui se trouve ici est aussi considérée comme une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ainsi qu'elle est considérée comme une aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne. Je vais vous expliquer pourquoi elle a un intérêt si particulier de conservation, cette lagune. Alors, en fait, le terme lagune est un tout petit peu abusif, puisqu'il s'agirait plutôt d'un lagon. Donc, c'est une configuration assez unique en Méditerranée, pour le coup, car je dis que c'est un lagon car c'est une pièce d'eau marine entourée de terre, avec ici la zone continentale, Sifour, un chapelet d'îles, les îles du Gao et l'île des Andiers, et qui est fermée au nord et au sud par deux récifs barrières de Posidonie. Contrairement aux lagons qui sont fermés par des récifs coralliens, celui-ci est fermé par un herbier de Posidonie affleurant, dont les feuilles peuvent même dépasser la surface de l'eau, et qui crée une barrière naturelle à la houle, aux vagues, mais aussi aux entrées de sédiments, et qui crée au sein de cette pièce d'eau des conditions hydrologiques particulières. Historiquement, cette grande zone était recouverte par
un herbier de Posidonie, comme je viens de l'indiquer, mais surtout en son centre par un herbier de Cimodocée nodosa, qui a connu au cours des dernières années une forte régression. Ça, c'est pour le contexte. Au sein de la lagune du Brusque, il y a 4 espèces de mammioliophytes marines qui y vivent et qui sont présentes. Il s'agit donc de la Posidonia oceanica, de la Cimodocée, nodosa, de la Zosternolti et de la Ruca. Donc il faut savoir que ces herbiers marins, ils forment des écosystèmes extrêmement très productifs, riches en biodiversité et qui peuvent générer de nombreux services écosystémiques. Comme par exemple ici schématisé un herbier de Posidonie, dont des caractéristiques sont qu'ils sont des puits de carbone, ils ont une grosse capacité à séquestrer du carbone, ils sont très productifs, mais aussi à émettre de l'oxygène, à réoxygéner le plan d'eau. Ils ont aussi un rôle de protection contre le fort hydrodynamisme, donc protection de la bande côtière. Donc leur protection et leur gestion peut être une solution pour lutter contre les impacts du changement climatique en milieu côtier. Ils ont aussi la capacité de produire et d'exporter une grande quantité de matières végétales et animales vers les écosystèmes adjacents. Et ils ont aussi un rôle que l'on a particulièrement étudié, c'est le rôle de nurserie pour de nombreuses espèces de poissons qui trouvent dans ces herbiers une zone de frayère et de nurserie. Donc pour mieux l'expliquer, je vais schématiser, je vous présente ce petit schéma de cycle de certaines espèces de poissons côtiers, comme par exemple ici le sard, qui à l'âge adulte vit dans les petits fonds côtiers rocheux par exemple, et qui vont se reproduire pour donner des œufs et des larves qui vont évoluer en pleine eau, puis lorsqu'ils deviennent des post-larves, vont aller recruter dans des zones peu profondes, d'herbiers ou de petits fonds rocheux qu'on appelle des nurseries, dans lesquelles ils vont trouver un habitat favorable de protection et de nourriture, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour rejoindre les habitats adultes qui sont aux alentours. Donc ces nurseries, elles sont particulières, déjà parce qu'elles ne représentent qu'une petite partie de la bande littorale, et que cette bande littorale est particulièrement soumise aux activités humaines et elles sont en forte régression à cause notamment de l'artificialisation du littoral. Donc il y a un intérêt tout particulier à les protéger et ou à les restaurer ces zones de nurserie. Et c'est en ça qu'on s'est particulièrement intéressé dans cette étude, puisque, comme je vous l'ai dit, entre 2004 et 2008, la lagune du Brusque était essentiellement recouverte par un herbier de Cimodocée qui a brusquement régressé jusqu'à quasiment disparaître en 2014. Puis, en 2017, on a constaté des timides repousses d'herbiers à certains endroits nous ont laissé présager que la cause de leur disparition aurait pu disparaître. Donc, comme cause de disparition de l'herbier, on a pu identifier notamment la modification des caractéristiques du sédiment au sein de la lagune liée à un apport de sable, notamment de sable non naturel, qui provenait de l'engraissement des plages aux alentours. Mais aussi, dans une moindre mesure, du broutage par les saupes, qui sont un poisson herbivore méditerranéen. On a donc pu assister au cours des dernières années à une perte de la fonction de nurserie de cet habitat et même à une perte d'écosystème tel qu'il était présent avant. Donc l'Institut océanographique Paul Ricard et son équipe de chercheurs qui se trouve sur l'île des Andiers et donc directement collé au site a déjà un antécédent historique puisqu'on mène depuis plus de 50 ans des études sur le milieu marin et particulièrement aux alentours des Andiers et particulièrement au cours des dernières années sur le site de la lagune du Brusque, compte tenu de ce contexte particulier de disparition des herbiers. Donc on a voulu mettre en place un programme d'action et de mesures permettant de protéger ces zones de nurserie. Et pour ce faire, on s'est dit qu'il serait aussi intéressant de s'intéresser aux habitats adjacents, plus ou moins anthropisés et dégradés, comme les ports, ou ici avec un ancien marais salant, car ce sont des zones qui ne sont pas mortes, même si elles sont anthropisées, et qui, pour peu qu'elles aient une qualité d'eau suffisante, peuvent aussi accueillir la vie, et notamment des poissons qui peuvent s'en servir comme nurserie. Donc, on a travaillé à réaliser la topologie de dégradation du site, à chercher quelles actions on pourrait mettre en place
pour améliorer la qualité de l'habitat et restaurer des fonctions écosystémiques telles que la fonction de nurserie. Donc on a ensuite fait le montage de ce programme qu'on a essayé de faire à une échelle un peu plus pertinente, à l'échelle du site. Ce programme a débuté en 2017 et il reçoit le soutien financier de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Je vais maintenant vous décrire brièvement les actions qui ont été mises en place dans les différents habitats, en commençant par ceux que l'on a menés dans les ports. Alors il faut savoir que les ports ne sont pas seulement des garages à bateaux dénués de toute vie. Pour peu qu'ils soient bien gérés et qu'il y ait une qualité d'eau suffisante, ils peuvent aussi accueillir de la vie et servir d'écosystème, dit anthropisé, et voire même de nurserie pour certaines espèces de poissons. Sauf que les juvéniles de poissons qui se retrouvent dedans se trouvent souvent confrontés à un habitat peu structuré, donc avec des quais lisses. Et pour pallier à cela, on a voulu mettre en place des micro-récifs nurseries développés par la société Écocéan, dont la spécificité et le but est d'augmenter la capacité d'accueil des juvéniles de poissons pour pallier au manque d'habitat naturel. Donc ainsi ont été installés 57 micro-récifs dans le port du Brusque, donc ici, et 94 dans le port des Antilles. Un peu sur le même principe de perte d'habitat, on a travaillé à réhabiliter la fonction de nurserie dans un ancien parc mythilicole qui se trouvait au centre de la lagune du Brusque. Cette activité mythilicole a dégradé les herbiers qui étaient en dessous, sur lesquels ils étaient posés. Cette activité a été abandonnée depuis plus d'un demi-siècle et il ne reste actuellement plus que des piquets métalliques sur un fond sablo-vaseux. Nous avons donc utilisé ces reliques donc de piquets métalliques pour y installer 40 micro-récifs nurseries pour essayer d'augmenter donc la capacité d'accueil pour les juvéniles de poissons et augmenter la capacité de nurserie du site. Nous l'avons fait aussi sur ce site de par le fait que les zones qui étaient aux alentours anciennement peuplées d'herbiers de cynodocées, avec la perte de ces herbiers, cet écosystème dans son ensemble a perdu sa capacité d'accueil. Donc, on nous a paru intéressant de travailler ici. Sur une zone très proche, donc vous voyez un peu plus à l'ouest, là nous avons décidé de mener à bien une opération de restauration écologique de l'herbier de Posidonie, car nous avons constaté que malgré le fait qu'il y ait des repousses naturelles, cette dynamique de recolonisation était lente, et nous avons voulu la booster en faisant des opérations de transplant le long d'un corridor, 10 modules de transplant, protégés par des cages métalliques au début pour protéger les transplants du broutage. À terme, le but étant de reconstituer un herbier, c'est un herbier naturel, sans aucune protection, qui pourra évoluer et continuer de gagner du terrain pour reconstituer un écosystème à grande échelle et accueillir toute la biodiversité et ses fonctions écosystémiques, dont la fonction de nurserie. Encore un petit peu plus à l'ouest se trouvent les anciens marais salants des Ambiers, qui avaient été abandonnés puis retravaillés pour être un jardin aquatique, et qui au cours du temps a été aussi un petit peu délaissé, et la qualité de l'eau n'était plus convenable du fait du manque de circulation d'eau de mer à l'intérieur, et donc le milieu s'est un peu étouffé. Nous avons eu l'intention de revitaliser ce site, lui de redonner ses fonctions écosystémiques en travaillant sur des solutions de recirculation de l'eau, donc en jouant sur la qualité de l'eau. Pour cela, la solution qui a été adoptée a été de reconstituer un chenal et d'installer une martelière à un endroit bien particulier du site qui permet de recréer un bon courant d'eau pour améliorer la qualité de l'eau et retrouver un écosystème de type la lagune salée marine. Très rapidement, on a pu constater un retour des herbiers, notamment l'herbier de Rupia, qui s'est mis à recoloniser ce site, et aussi rapidement des juvéniles de poissons et des poissons adultes qui se remettent à coloniser le site. Donc voilà pour l'ensemble des actions rapidement décrites. Cette diapo est là pour vous montrer qu'on a
agit et mené des actions sur l'ensemble du site, que ces actions sont appropriées à chacune des particularités des habitats, donc que ce soit de la réaffectation, de la réhabilitation de zones dégradées ou de la restauration de zones naturelles. Évidemment, toutes ces actions font l'objet de suivis scientifiques intenses, rigoureux et adaptés à chacune des actions et des milieux considérés, avec notamment une caractérisation régulière des peuplements de poissons, des milliers adultes, de la caractérisation des sédiments, des cartographies de l'évolution des herbiers, etc., etc. Ces suivis scientifiques qui permettent à la fois d'évaluer la bonne atteinte aux objectifs de restauration, mais aussi permettent d'acquérir de la connaissance pour faire des retours d'expérience aux gestionnaires et à toutes les parties prenantes du site et d'autres sites qui pourraient avoir les mêmes problématiques. Évidemment, pour compléter ce programme, nous avons mis en place un programme de communication et de sensibilisation dont on a ciblé sur différents types de publics, tout type de public, avec des expositions permanentes de panneaux que tous les visiteurs peuvent voir pour expliquer notre démarche, sensibiliser aux écosystèmes présents. Nous faisons aussi des réunions et des présentations du projet aux scolaires, mais aussi des retours d'expérience réguliers aux gestionnaires, aux financeurs, scientifiques, politiques, agents portuaires, aux pêcheurs, etc. Donc à tous ceux qui pourraient se sentir concernés par ce site et ses actions. Donc on a bien vu que, à la base, notre cible prioritaire, c'était l'amélioration de la fonction de nurserie des poissons côtiers à travers des actions de restauration de l'habitat et des écosystèmes. Sylvain, je me permets de vous couper, excusez-moi, je me permets juste de vous couper 2 petites secondes pour vous demander de conclure assez rapidement, parce qu'on arrive bientôt au temps imparti pour la fin de notre webinaire et on avait prévu une session de questions-réponses qu'on ne pourra peut-être pas faire, mais du coup, je vais vous demander de conclure assez rapidement maintenant. Allez, en 1 minute et demie. Donc ces actions ont permis plus largement d'avoir un gain sur les zones adjacentes avec l'exportation de poissons et autres, et donc d'avoir des bénéfices indirects multiples pour à la fois les services écosystémiques, donc pour les personnes concernées par le site, que ce soit les pêcheurs, les plongeurs et autres, et que ça a permis aussi de faire des retours d'expérience permettant de faire évoluer la planification de gestion du site et d'autres sites alentours. Donc, juste la dernière slide pour conclure, pour dire que l'Institut océanographique Paul Ricard travaille aussi sur un autre programme, un programme européen qui travaille sur les solutions fondées sur la nature. Et nous sommes porteurs d'un work package intitulé Solutions basées sur la nature et adaptation de l'atténuation des changements climatiques. Et on travaille aussi particulièrement sur les investigations menées sur la Posidonie, en Méditerranée et autour des Antilles. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous incite à aller voir sur le site dédié. Et j'en ai fini pour ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Sylvain et navré d'avoir dû vous demander de vous dépêcher. C'est vrai qu'on a toujours un temps imparti pour les voilà. Donc on n'aura pas beaucoup de temps malheureusement pour poser de nombreuses questions. Néanmoins, je vous propose quand même d'en poser une seule en fait qui doit être posée, je pense, à nos deux intervenants. Comment avez-vous fait pour convaincre les élus et les habitants de l'intérêt de procéder ainsi? Donc, je vous propose peut-être de répondre très rapidement, en 1 ou 2 minutes chacun, à cette question. On a reçu beaucoup de questions. On essaiera peut-être de vous les envoyer pour voir si vous pouvez y répondre à l'écrit à la suite du webinaire. Donc, on est navré pour toutes les personnes qui ont envoyé des questions et qui n'auront pas eu de réponse. Donc voilà, comment avez-vous fait pour convaincre les élus et les habitants de procéder ainsi? Je vais peut-être laisser la parole à Sylvain s'il veut commencer. Donc je disais qu'en fait, en amont du projet, pour le montage, on a déjà commencé par présenter toutes les actions que l'on voulait mettre en place à la plupart des parties prenantes, donc que ce soit au niveau politique, à tous les gestionnaires, au service de l'État. Ça a été finalement le plus long pour obtenir toutes les autorisations de mener à bien toutes les actions. Donc voilà, à chaque fois, on a eu un discours adapté et on est allé rencontrer les personnes pour leur présenter le projet.
Je vais peut-être vous répondre très rapidement. Alors Aurélie, si vous voulez, j'ai retrouvé vite fait un plan avec l'implantation du cordon du second cordon lunaire en fait, si vous pouvez l'afficher. Peut-être que les gens comprendront un peu mieux le projet. Et donc moi, pour ma part, bon, en fait, ce qui a décidé les politiques, je dirais que c'est un peu une décision qui a émané à la fois des services de l'État et de la volonté politique, parce que il y avait ce problème de coûts exorbitants d'entretien des digues et des enrochements. Euh, où la commune portait seule la charge financière, donc il a fallu trouver une autre solution. Et de plus, nous, on travaille étroitement avec l'ONF, avec le Conservatoire d'espaces naturels, le Conservatoire du littoral, les opérateurs Natura 2000. Donc, on était je dirais, sur un projet au moment où ça s'est discuté, qui avait un revers un peu expérimental, mais qui était je vais pas dire simple à réaliser parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes environnementales au niveau des cahiers des charges à respecter et des impératifs sur le respect des habitats, mais c'est quelque chose qui a été, qui a mûri d'une réflexion et qui proposait une solution durable vis-à-vis de l'entretien des enrochements, sachant qu'en plus, nous, le problème de ces mêmes enrochements, c'est qu'ils avaient concentré le phénomène d'érosion sur une bande de quelques centaines de mètres. Ce qui induisait régulièrement des ouvertures d'ingros sur un des étangs qui se situe en arrière-plage et avec des inondations régulières au niveau du secteur de l'Espiguet, donc qui menaçaient des zones agricoles, tout ça. Donc en fait, on était dans une lutte frontale qui répondait plus ni aux objectifs ni aux besoins qui se présentaient face au changement climatique, quoi. Merci beaucoup. Donc, on va laisser donc les mots de conclusion, le mot de conclusion à Raphaëla Le Bouvelot, puis très rapidement à Justine. Donc, Raphaëla, je te laisse, je t'ouvre ton micro quelques minutes, et ensuite on passe à Justine avant de conclure ce webinaire. Oui, donc merci beaucoup de ces deux exemples qui sont vraiment très parlants et très intéressants. Et en fait, j'avais une question que j'avais envie de poser aux intervenants, mais aussi un peu à tout le monde, justement, c'est en quoi et comment pour le présent et peut-être le futur, ce concept et finalement les outils apportés par tout ce qui tourne autour du standard des solutions fondées sur la nature peut vous être utile et aller de l'avant pour ce type de projet. Est-ce que ça permet aussi de se reposer certaines questions qu'on n'a pas forcément envisagées? Voilà, bon, c'est une question ouverte, mais finalement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de poser et que j'ai envie de poser un petit peu à toute assistance pour le futur. Très bien. Justine, un petit mot de conclusion, de commentaire sur ce qui a été dit dans ces deux exemples. Oui, merci. Je pense qu'en effet, il y a un besoin aujourd'hui de pouvoir identifier ce genre d'exemples pour pouvoir vraiment les promouvoir et justement, pour répondre un petit peu à la question de Raphaëla, de voir comment le standard peut permettre en fait peut-être d'agir sur certains points qu'on n'a pas identifiés, d'apporter des outils spécifiques qui permettent d'aller encore plus loin dans la mise en œuvre de ces projets. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, je disais le concept des solutions fondées sur la nature est assez nouveau, mais avant que le concept n'existe, évidemment, il y avait déjà des projets qui étaient mis en œuvre. Donc, on a vu voilà l'exemple du Gros du Roi, qui s'appelait pas solutions fondées sur la nature, mais qui rentre complètement dans la philosophie des solutions fondées sur la nature. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Merci de nous suivre sur ce programme de webinaire. Merci aux intervenants, donc Sylvain, Loïc et Justine, pour la qualité de vos présentations. Donc, comme indiqué, notre prochain webinaire tiendra